bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et nous sommes le jeudi 7 avril. À mes côtés, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Evan. Salut Evan. Salut. On va essayer de faire vite. J'aimerais vraiment revenir sur la genèse du projet Coup de barre, un petit peu savoir où est-ce que vous en êtes et puis ce nom, ce fameux nom. On a compris que c'était des barres énergétiques, donc un jeu de mots sur le coup de barre, la barre. Mais justement, si vous apportez une barre énergétique, c'est pour éviter le coup de barre. Donc peut-être que tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Mais déjà, la genèse, d'où est venue l'idée de ce projet si ce n'est d'avoir un impact positif sur l'environnement? En fait, c'est venu de deux problèmes que j'avais, qui étaient un, où j'en ai déjà parlé, le fait d'avoir du plastique, et que j'avais fait une sortie de club un jour avec un gars de la sortie qui avait jeté son papier avec le vent. Quand on est dans les roues, il m'était tombé sur mon ventre. Ça m'avait un peu choqué cette image-là, mine de rien. Donc ça, c'est le premier truc, le fait de jeter un emballage en plastique comme ça. Et la deuxième chose, c'était le fait que généralement, quand on commence un sport, on devient... pour le triathlon, par exemple, on commence rarement par un Ironman la première année. On augmente petit à petit les distances. C'est ce que j'ai fait en vélo. Je suis passé d'une première année à 2-3 000. Après, c'était 4-5 000 et les kilomètres se sont additionnés. Et donc, au début, on fait avec ce qu'on a. Puis on commence à avoir des besoins un peu plus spécifiques quand on fait des cyclosportives, etc. Donc je me suis dirigé relativement vite vers des produits comme les barres énergétiques. Un petit peu moins les gels parce que j'ai toujours été un peu moins fan. Mais du coup j'ai été vers ces barres que je trouvais quand même chères pour un contenu au final on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans quand on regarde derrière une barre énergétique. Et ça reste très très chimique. Et du coup je trouvais que quand on met le prix en général, on attend quelque chose derrière, et que par rapport à ces deux frustrations, c'était un peu décevant, le produit des barres énergétiques, et qu'il y avait quelque chose à faire. Puis il faut dire que c'est pas très bon aussi, entre nous, en général. Et oui, je me rendais même pas compte au début, parce que tu parles pas forcément de barres énergétiques à tous tes amis, mais quand tu commences à poser les questions, tu te rends compte qu'il y a 3 personnes sur 4 qui disent « mais en fait non, je les mange parce qu'il faut, mais c'est dégueulasse. » Non, mais c'est vrai, c'est pas très bon. Et surtout, comme tu le disais tout à l'heure, si t'en manges une ou deux sur une sortie, quelques heures, ça va. Mais c'est clair que si tu pars pour la journée, et que tu ne manges que ça, ça commence à brûler. T'as le brûlant au niveau de l'estomac, enfin, au niveau du système digestif. Enfin, tu ressens vraiment le truc limite qui remonte. Enfin, c'est pas agréable, quoi. Donc c'est pas un truc que tu vas pouvoir manger toute la journée, quoi. Et comme disait Édouard Boulanger qu'on avait à ce micro, qui est triathlète mais qui est aussi le coéquipier de Stéphane Peter Hansel sur le rallye et notamment le Dakar, manger ça pendant une journée, à la limite tu peux t'adapter, mais quand c'est sur 10 jours, 15 jours, 20 jours de course, ça commence à devenir vraiment très 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 compliqué. Donc après tu as 2 solutions, soit tu manges autre chose, soit tu fabriques toi-même tes barres, ou alors tu fais appel à une marque en qui tu as confiance. Ouais, c'est vrai. Et donc vous avez plutôt opté pour la solution de créer votre propre produit à base d'éléments que vous maîtrisez, que vous connaissez, et puis peut-être aussi avec une recherche du goût. C'est ça, ouais. En fait, au tout début, je suis vraiment parti sur une recette de barre énergétique qui n'était pas du tout destinée à la vente. Je voulais vraiment faire ça pour moi. Un peu comme tout le monde pourrait se dire, je vais faire mes petites barres énergétiques pour les 2 semaines. Mais petit à petit, je trouvais que le résultat était vraiment pas mal. Ça me permettait quand même d'économiser de l'argent parce que t'es sur quelque chose qui te coûte beaucoup moins cher que les power bars, les oversteam, etc. J'arrivais à un résultat qui était pas mal, qui est pas encore évidemment le truc qui arrivait après, quoi, mais ça c'est arrivé petit à petit. Et là j'ai fait goûter à des amis, et c'est là que je me suis rendu compte en fait que j'étais pas le seul à les trouver pas si bonnes que ça, à trouver que c'était très chimique. Et ouais, le fait de te dire t'es pas le seul, tu te dis ça peut peut-être aller plus loin. Et de là, il y a des amis qui m'ont dit un petit peu, tu devrais peut-être quand même pousser un peu l'idée plus loin. Et puis, j'ai soumis l'idée à un incubateur de projet à Bruxelles. Et ça, c'était il y a 2 ans et demi. Et le fait d'avoir l'approbation d'un institut extérieur
qui te dit oui, il y a du potentiel, c'est rassurant et tu te dis, ben, en fait, oui, je suis pas fou, il y a vraiment un potentiel et il faut creuser, quoi. Donc de là est née l'aventure qui s'appelait déjà Coup de barre ou pour lequel vous aviez trouvé un nom de code. On va y arriver à ce nom parce que je vois que la question attend. Vas-y. Ah, moi ça me titille, moi. En fait, le nom c'est assez marrant parce que il vient du moment où je ne savais pas encore que j'allais créer un vrai projet de start-up et qui était très clairement une blague. Où je m'étais dit ce serait quand même drôle d'appeler ça comme ça un jour et d'avoir une marque qui s'appelle comme ça. Puis ce qui est encore plus drôle, c'est qu'après je rentre dans l'incubateur et il y a ce moment où on se dit bon il va falloir déposer la marque. Est-ce qu'on garde ce nom-là ou est-ce qu'on switch? Et puis il y a plein de coachs qui me disaient oui mais tu sais coup de barre si tu vas à l'international ça ira pas. Et puis d'avoir demandé des feedbacks aux clients et aux vrais prospects qui sont dans ce secteur-là, ma conclusion était super claire, c'est que c'était exactement le nom qu'il fallait. Et du coup, je suis un peu allé à l'encontre de toutes ces personnes qui me disaient oui, coup de barre, ça marchera pas. Donc c'est assez marrant. Mais parce que du coup, alors clairement, coup de barre pour toi, c'est un projet qui a vocation à être local et donc à se vendre en Belgique. Peut-être plus francophone, voire dans d'autres pays francophones, ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais aussi développer dans d'autres pays? Alors, pour le moment, c'est vraiment Belgique et France. On va bientôt un peu plus s'attaquer au marché néerlandophone et la Hollande, in fine. Donc, ça va arriver, tous les pays limitrophes, en fait, parce qu'il y a quand même le souci du local, comme tu l'as dit. On va pas chercher à expédier des bars aux États-Unis. Ça arrivera peut-être en Europe, mais peut-être pas encore dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. J'espère qu'on va se développer suffisamment pour peut-être arriver dans d'autres pays européens. Mais il y a tellement de potentiel de croissance déjà rien qu'en Belgique, et puis après en France, Hollande, Allemagne, Luxembourg, que oui, pour moi ça ferait pas sens de s'exporter dans d'autres pays beaucoup trop vite. Où au final, même si c'est le même marché, c'est des sportifs qui sont un petit peu différents, qui roulent pas aux mêmes endroits, qui courent pas aux mêmes endroits. Et c'est vraiment mieux de profiter de la communauté en plus qu'on a ici. Et on s'y connaît bien dans notre secteur et dans le lieu où on est, quoi. Ouais, bien sûr. Mais donc du coup, tu gardes le nom coup de barre et ça permettra d'avoir une petite French touch qui potentiellement sera bienvenue. Ouais, exactement. Et puis il y a plein d'exemples. Hein. Prends la marque Panormal Studio sur le papier. Panormal Studio, les gens se demandent mais c'est quoi ça? Et pourtant ils sont dans le monde entier, quoi. Et ils ne sont pas français d'ailleurs. Il me semble que c'est danois. Bon, à vérifier, mais bon. Mais comme quoi, oui, effectivement, les mots, en tout cas à consonance francophone, ont parfois tendance à bien fonctionner effectivement à l'exportation. Tu parlais de la partie de l'aspect local. Est-ce que c'est justement une des valeurs que tu ou vous voulez défendre avec la marque Coup de barre et si c'est le cas, comment est-ce que tu vois la fabrication? Est-ce que ce sera une fabrication locale? C'est-à-dire est-ce que ton objectif dans l'expansion de la marque, ça va être d'ouvrir comme des franchises d'usines pour que les gens fabriquent de manière locale et distribuer autour d'un certain rayon, ou est-ce que vous allez continuer à fabriquer dans l'usine que tu as actuellement et exporter en essayant d'avoir le plus faible impact carbone possible? C'est une excellente question. Et du coup, pour résumer, il y a deux aspects. Il y a l'aspect production, où pour le moment, on ne sait pas faire beaucoup mieux parce qu'on fait vraiment une production locale où on produit nous-mêmes à Bruxelles dans une cuisine qu'on loue. Du coup, ça, c'est vraiment, production toute proche des acteurs qu'on fournit. Évidemment, après, quand on va être dans d'autres pays, il y a un petit peu la question de, comme tu disais, est-ce qu'on garde un endroit central ou est-ce qu'on délocalise des productions qu'on gère aussi nous-mêmes? On ne s'est pas encore posé la question parce qu'on n'y est pas, mais ça pourrait être une bonne idée de par exemple, avoir un atelier de production en Allemagne si on a beaucoup d'acteurs qui se développent en Allemagne. Ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, dans la prochaine année, voire les 2 prochaines années, à mon avis, on va vraiment rester en mode on produit nous-mêmes à Bruxelles. Quand tu dis nous-mêmes, du coup, c'est toi qui mets la main à la pâte? Là, je mets toujours la main à la pâte. Évidemment, on a la production qui augmente, donc il y a des fois, c'est un petit peu plus short au niveau du temps, quoi. Mais pour le moment, c'est réalisable et on va bientôt arriver à un moment où on aura des étudiants pour nous aider, où on va avoir un atelier de protégé qui nous aidera pour, dans un premier temps, l'emballage. On n'a pas parlé de
la marque, l'entreprise Coup de Barre en elle-même. Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que vous êtes 2, 3, 5, 10? Tu nous as dit que vous produisiez dans une cuisine que vous louez. Quelle différence entre une cuisine, une usine, un atelier protégé pour nos auditrices et nos auditeurs qui connaissent pas un petit peu toutes ces différences-là? Oui, alors j'étais tout seul jusque plus ou moins octobre 2020. et vu l'engouement du projet, j'étais à la recherche d'un cofondateur qui puisse apporter des choses un petit peu différentes de moi. Et du coup, j'ai Sam qui m'a rejoint il y a pas longtemps. Donc oui, vers octobre, quelque chose comme ça. Et du coup, pour le moment, on est à 2 à produire. Et on a généralement un stagiaire qui bosse avec nous. Souvent stagiaire en marketing et ou en nutrition. Bon, évidemment, en fonction du volume qui va arriver, on aura plus ou moins de gens, des étudiants qui nous aident, etc. Et pour l'atelier protégé, c'est pas encore le cas, mais on a probablement un atelier protégé à Bruxelles qui va emballer nos bars dans les mois à venir. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un atelier protégé? Si tu veux, c'est un atelier où il y a des personnes qui ont différents handicaps, qui vont être réinsérées socialement. Et du coup, c'est un institut qui nous permet d'avoir un prix qui est relativement abordable, puisque l'atelier protégé a des subsides par rapport au fait qu'il travaille avec des personnes qui sont réhabilitées. Et du coup, pour nous, c'est assez chouette parce on peut ajouter la corde sociale en plus au projet. Parce que dans le milieu de la nutrition sportive, la solution facile, c'est de se dire, ok, je vais faire des barres énergétiques, je vais chez un industriel, il m'en livre 20 000, c'est à moi de les vendre, t'as le produit, alors que nous, c'est vraiment une reconsidération un petit peu de cette production où on met vraiment la main à la pâte, littéralement, et on connaît notre produit davantage, quoi. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que on sait parler de notre produit puisqu'on le fait, ce qui est pas spécialement le cas quand c'est un industriel qui te le fait, quoi. Peut-être juste pour terminer pour aujourd'hui, en termes de production, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que c'est en flux tendu? Est-ce que vous avez X quantité d'avance? Comment vous maîtrisez la production et la livraison de vos produits? Justement, on est encore vraiment en start-up, donc on cherche un petit peu c'est quoi le modèle optimal. Le modèle qu'on a pour le moment, c'est d'avoir un stock de base pour des commandes de base. Donc, à moins qu'on ait un magasin qui nous en commande des milliers d'un coup, généralement on sait répondre à toutes les commandes. Sur notre site internet, c'est des petites commandes, ça va être 8, 10, 20 barres énergétiques qui rentrent dans le plus gros cas. Et les magasins, c'est plusieurs centaines. Donc généralement, on sait répondre à ces besoins-là. Par contre, pour des événements, par exemple, y a la Race Across Belgium qui malheureusement va être un petit peu décalé dans le temps. Mais ça peut être des événements où ils ont besoin de 1000 barres. Et là, on doit un peu le savoir à l'avance, évidemment, parce qu'on n'a pas un stock de 1000 barres tout le temps. C'est un modèle qu'on a essayé de créer petit à petit, quoi. C'est vrai que finalement, toi, tu n'as pas un background dans la nutrition à la base, donc c'est quelque chose que tu as appris par toi-même, tu as toujours eu un intérêt pour ça, tu t'es entouré des bonnes personnes, tu as fait comment? C'est ça, je pense que de base je suis très curieux par rapport à beaucoup de sujets et notamment la nutrition, et j'ai même l'impression qu'on est un peu obligé en tant que sportif assidu de s'intéresser à la nutrition, même sans vouloir performer, mais pour se sentir bien récupérer, etc. Et du coup je me suis intéressé de plus en plus à ça, et une fois que j'ai vraiment voulu commercialiser, là je me suis entouré d'une amie et de quelques amis diététiciens qui m'ont donné des petits conseils, et de l'université de Jean Blou qui ont un pôle qui s'appelle le Smart Gastronomy Lab qui permet de développer des projets comme Coup de Barre, de faire passer ton produit d'un produit pour toi, parce que la barre énergétique au début je pensais pas la commercialiser, et là eux te permettent vraiment de faire passer ça à un produit professionnel, quoi. Travailler la texture avec eux, le goût et les apports nutritifs. C'est un peu de ces acteurs là que je me suis entouré, et j'ai un background qui me permet de comprendre la plupart des choses, et parce que j'ai eu beaucoup d'intérêt pour ça. Génial. On a parlé pas mal du développement de la marque et de toi, et un petit peu de nutrition cycliste aussi. On pourra peut-être parler demain du produit en tant que tel, finalement, de quoi est-ce qu'il est constitué, quels sont les ingrédients, et peut-être aussi un petit peu au niveau de l'emballage. Ouais. Ça marche. Ouais, Olivier, juste avant de partir, aujourd'hui,
Nous sommes jeudi et on l'a dit depuis quelques jours. Aujourd'hui, c'est le 100e épisode. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour fêter ça ? Exactement, c'est notre 100e épisode, tous les jours depuis le mois de novembre. Je pense qu'on peut être assez fiers de nous. Et écoute, pour fêter ça, et puis puisqu'on a aussi notre invité Evan cette semaine, on a décidé de faire un petit concours ensemble et donc d'offrir un pack de 10 barres énergétiques ainsi qu'une gourde pour vos sorties vélo. Les règles du concours sont assez simples. On vous invite à aller faire un petit tour sur la page Instagram de Ohana, donc on le rappelle, @OhanaTri, pour en savoir plus et puis évidemment pour participer et tenter votre chance. Oui, exactement. Et donc le nom du compte Instagram, c'est Ohana_Tri, @Ohana, OHANA_TRI. Et bonne chance à tous ceux qui vont participer. Exactement. À demain alors. À demain. Génial. À demain. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez Ohana_Tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.